Migration clandestine. Près de 3000 migrants secourus en un jour par les gardes-côtes italiens. Réprobation internationale quasi unanime et boycott de l'opposition. Le pouvoir burundais a quand même organisé les scrutins ce lundi. Au Gabon, les habitants de Libreville sont de nouveau privés de taxis classiques. Le cri de cœur des chauffeurs dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous des informations sur Sika. Au Nigeria, c'est la grande dissension qui règne au sein de la mouvance présidentielle. Pour calmer les ardeurs, le président Muhammadu Buhari a dû sortir de son mutisme et a pris des décisions fortes. Des décisions diversement appréciées par les Nigériens. Les détails, c'est avec notre correspondant Abdoulaye Issa. 4 jours après avoir aménagé à la villa présidentielle à Sorok, 6 à Abuja dans le quartier ultra sécurisé de la capitale fédérale nigériane, le président Muhammadu Buhari, qui lors d'un tête-à-tête avec un proche, a fustigé le comportement de certains politiciens qui se croient au-dessus de la loi. Cette indiscipline de la classe gouvernante se constate à travers la guerre de leadership au Sénat et le spectacle désolant régulièrement offert au public par les représentants du peuple. Autre comportement déploré, le refus de se plier aux injonctions du pouvoir de certains managers ou directeurs de sociétés d'État. Face à ces différents constats, l'actuel chef de l'État nigérien n'a pas hésité à sonner la fin de la récréation. Il faut que ça cesse, car trop c'est trop, a déclaré Muhammadu Buhari devant ce comité restreint de conseillers chargé d'accompagner le président nigérian dans sa lourde mission avant la formation de son gouvernement qui ne saurait tarder d'après certaines sources. Et pour joindre l'acte à la parole au sujet de l'indiscipline dans l'administration et au sommet de l'État, le chef de l'État n'a pas hésité à prendre un décret cette semaine pour dissoudre la direction chargée de coordonner les activités au niveau de la société pétrolière nigériane NNPC. Pour beaucoup de Nigérians, cette décision est un bon point de départ pour la concrétisation des ambitions du nouveau président de faire du Nigeria un pays modèle. La décision du chef de l'État Muhammadu Buhari est salutaire et nous l'avions perçue comme le début du redressement de ce pays et la fin de l'impunité. Nous consentons et sommes avec lui. La période des élections est passée. L'heure est au travail pour tout un chacun de nous. Le président devra sévir et nul n'est au-dessus de la loi. Les habitants de Libreville à nouveau privés de taxis classiques depuis une semaine maintenant. Ils le doivent à l'opération annuelle de renouvellement des vignettes et autres numéros autocollants. Ce sésame pour le transport en commun au Gabon est un véritable chemin de croix pour les quelques 100 000 véhicules répartis dans les 3 communes de la capitale gabonaise. Reportage signé Paul Avugundila. Là, ils m'ont mentionné tôlerie, peinture, ceinture passager et rotule de direction. Voilà les choses qui doivent changer dans le véhicule pour qu'on puisse m'attribuer un numéro de boîtier. Chouk Cyril, tout comme ses collègues, a déboursé la somme de 26 000 francs CFA pour cette expertise. Il lui faut ensuite se rendre à la mairie de Libreville, s'acquitter d'autres taxes dont le montant est fixé à environ 500 000 francs CFA pour les berlines et près d'1 million de francs CFA pour les minibus. Même après une telle saignée financière, il faut attendre et plus grave encore, payer pour le collage de la précieuse vignette ou du numéro autocollant. Et là, la colère n'attend pas. 10 000 francs pour coller le numéro ce matin. Hier, il faut encore le badge, voilà le badge qui est là. On a fait combien de jours à la traîne? La patente qui a été déjà payée, le véhicule est immobilisé. Le cabinet d'expertise, partenaire de la mairie de Libreville dans cette opération, confie que l'exigence de l'autorité municipale a plutôt une valeur esthétique pour le confort des usagers. Il n'est pas question d'éluder l'expertise technique faite par d'autres cabinets agréés. Nous prenons en compte le côté
esthétique, extérieur et intérieur du véhicule. L'opération d'arraisonnement actuelle est connue de tous, se défend la mairie de Libreville. Les exploitants de véhicules à usage de taxi auraient attendu le dernier moment pour s'acquitter de ce chapelet de taxes. Et cette année, exceptionnellement, pour tenir compte d'un accord qui a été conclu avec les maires de Vendo et d'Akanda, Madame le maire de Libreville a instruit ses services pour que l'on accorde un mois supplémentaire. Un réveil tardif des exploitants qui est la cause de cette pénurie qui prive les Librevillois de leurs moyens de transport. Les usagers aux abords attendront donc encore pour voir la situation se normaliser, puisque l'opération d'arraisonnement ne s'arrêtera pas de sitôt. Malgré une réprobation internationale quasi unanime et le boycott de l'opposition qui dénonce une parodie d'élection, le pouvoir burundais a bel et bien organisé ce lundi des scrutins législatifs et communaux. Un scrutin sous haute tension, se flattant d'une mobilisation massive, pourtant peu visible dans la capitale, à Bujumbura, dans les quartiers contestataires. Les habitants d'ailleurs ne se sont pas bousculés. Assis dans un centre de vote, certains agents électoraux n'ont pas mieux à faire que d'écouter de la radio, à la radio, le déroulement des législatives et communales burundaises. À leur avis, les électeurs boudent le scrutin. Une bonne partie de la population est partie se réfugier en province ou encore au Rwanda voisin, de crainte d'une attaque de grande ampleur à l'approche des scrutins. La présidentielle est prévue pour le 15 juillet prochain. En Tunisie, les proches du présumé auteur du massacre survenu vendredi dernier sont dans l'incompréhension. En apparence, c'était un jeune ordinaire, un étudiant en master amateur de breakdance, et il a pourtant fini dans une flaque de sang abattue par la police après avoir massacré 38 personnes. Le jeune homme vêtu d'un short et d'un t-shirt noir qui a ouvert le feu vendredi sur des touristes en maillot de bain profitant du soleil sur une plage a été identifié par les autorités comme Sefedine Rezgui, un Tunisien de 23 ans. Originaire de Gafour, une petite ville du gouvernorat de Siliana, il était en master professionnel à l'Institut supérieur des études technologiques de Kerouan, dans le centre du pays. D'où la stupéfaction dans sa ville et dans les médias face à ce terroriste énigmatique. Dimanche, son père, effondré, recevait les condoléances de quelques personnes dans la modeste petite maison que se partagent plusieurs membres de la famille dans le quartier de Aïe-Ezour. En 23 ans, il n'a rien fait d'illégal. Il finissait les cours, il riait, il disait bonjour et il passait son chemin. Comment s'est-il entraîné? Où s'est-il entraîné? Seul Dieu le sait. C'est ça qui nous tourmente maintenant. Seul Dieu sait où il s'est entraîné. La veille de l'attaque, il était normal. Il est venu ici, il a travaillé dans le café. Il est rentré chez lui, il est allé prier et il s'est assis avec les gardes dans le café. Beaucoup dressent de lui un portrait très éloigné du soldat du Khalifa, Abou Yahya al-Karawani, tel que l'a appelé le groupe État islamique dans le communiqué qui a revendiqué l'attentat. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a confirmé qu'il était passionné de danse. Mais il a, selon des habitants de son quartier à Gafour, perdu un frère l'an dernier, tué par la foudre. Le jeune homme s'isolait de plus en plus ces derniers temps. Si le Premier ministre Habib Esside a indiqué que le passeport de Sefedine Rezgui ne portait pas de traces de voyage à l'étranger, il n'est pas exclu, selon une source de sécurité, que le jeune homme se soit rendu en Libye de façon clandestine. Les autorités italiennes ont accueilli ce lundi quelques 2900 migrants secourus dimanche au large de la Libye, ce qui portera les arrivées à un niveau record de près de 68 000 pour les 6 premiers mois de l'année. Dimanche, les gardes-côtes italiens ont coordonné le sauvetage de 21 embarcations en difficulté. Les migrants secourus doivent débarquer pour la plupart dans les ports de Sicile et du sud de la péninsule
péninsule. Parallèlement à ce flux, les arrivées ont explosé en Grèce, plus de 80 000 depuis le début de l'année, dont les 3/4 par la mer. La pression migratoire met le gouvernement de centre-gauche de Matteo Renzi en difficulté face à des régions qui refusent d'héberger plus de migrants et face à ses partenaires européens qui peinent à s'accorder sur un mécanisme de solidarité. Plusieurs soldats somaliens ont été tués par des islamistes Chebab dans la nuit de dimanche à ce lundi. Ceci lors de l'attaque d'une base de l'armée dans la région de Kismayo au sud du pays. Pendant plusieurs heures, de violents combats se sont déroulés. Les miliciens Chebab ont pris temporairement le contrôle d'un camp militaire proche de la ville de Kismayo et décapité certains soldats avant de quitter les lieux, emportant avec eux du matériel militaire. Cap sur les États-Unis à présent, fini le cauchemar. Le meurtrier en cavale, David Sweet, a été blessé puis arrêté par un policier dimanche. Le gouverneur de l'État de New York a lui-même confirmé l'information. 23 jours après sa fuite, David Sweet a finalement été arrêté à environ 60 km de la prison et à l'issue d'une traque qui aura coûté des millions de dollars. L'arrestation du meurtrier met fin à une cavale qui tenait en haleine les États-Unis. C'étaient deux hommes qui se sont évadés le 6 juin d'une prison de l'État de New York à la faveur d'un scénario rocambolesque. David Sweet, 35 ans, est vivant et en détention. Son complice Richard Matt, 49 ans, avait été tué vendredi par la police de plusieurs balles dans la tête. Le cauchemar est finalement terminé. Cela a pris 22 jours, mais nous pouvons maintenant confirmer que M. Matt est décédé il y a de cela 2 jours et l'autre évadé, M. Sweet, a été arrêté. Il est dans un état stable. Ces gens étaient dangereux, on ne pouvait pas leur permettre de rester dans la nature. Le terrain était très compliqué et cette prison se trouve dans une zone avec beaucoup de forêts, donc c'était une tâche extrêmement difficile et c'est un effort conjoint des forces de l'ordre sans précédent à tous les niveaux. Les deux meurtriers s'étaient enfuis dans la nuit du 5 au 6 juin en découpant à la scie les murs de leurs cellules respectives, puis en empruntant un dédale de tunnels et de canalisation jusqu'à une bouche d'égout en dehors de la prison. Au Chili, c'est la phase des demi-finales de la Copa América 2015. Des 4 équipes encore en course, le Chili a fait la plus forte impression avec 3 victoires et 1 nul, 11 buts marqués et seulement 3 encaissés. L'hôte du tournoi espère remporter le trophée pour la première fois de son histoire, mais ce sera sans le défenseur Gonzalo Yara, suspendu pour 3 matchs. Un nouveau choc pour le football brésilien. Humilié par l'Allemagne en demi-finale lors de la Coupe du Monde, cette année, la Seleção est sortie en quart de finale par son petit voisin du Paraguay, 85e au classement mondial. Le Brésil n'est plus ce que c'était, ce n'est plus ce que c'était, c'est fini, fini. Au moins, j'ai vu le Brésil 3 fois en finale à la Coupe du Monde 94, en 98 et en 2002. Je l'ai vu quand il était 5 fois champion. Maintenant, il n'existe même plus. Les grandes équipes n'ont pas réussi à s'imposer lors des quarts de finale de cette Copa América 2015. Outre le Brésil, la Colombie a raté sa qualification en demi-finale. L'Argentine est donc favorite et son capitaine Lionel Messi est le seul joueur star encore en lice. Je pense qu'aujourd'hui nous avons fait un très bon match. Nous avons eu beaucoup d'occasions. Nous méritions de gagner avant la fin des 90 minutes. Mais bon, on est arrivé au tir au but et heureusement on a réussi à passer. Mais qu'elle lève la coupe ou pas, l'Argentine aura remporté le match des entraîneurs. Outre l'Albiceleste, les 3 autres équipes qualifiées pour les demi-finales, Pérou, Chili et Paraguay, ont aussi des sélectionneurs argentins. Les 4 entraîneurs en demi-finale sont tous argentins. C'est une joie immense pour un pays d'avoir non seulement des joueurs, mais aussi des entraîneurs de haut niveau. Le Chili a bénéficié du soutien massif des supporters en étant hôte de la Copa, mais la qualification ne s'est pas faite sans quelques controverses.
L'Uruguay, tenant du titre, a été éliminé en quart de finale après l'expulsion de l'attaquant Cavani pour avoir frappé le défenseur adverse Gonzalo Jara. Mais les images ont prouvé que la provocation venait du côté chilien. L'équipe du Chili se rapproche un peu plus du trophée et donne espoir au pays tout entier de remporter son premier titre de l'histoire. Nous arrivons ainsi au terme de